Amélie, on est dans une nouvelle étape, celle de faire le fromage avec le lait que tu as trait ce matin. Bien, c'est pour faire suite à la traite qu'on a faite ensemble, J'ai justement. participé. Alors, je vais juste te montrer pour commencer une nouvelle technique qu'on vient de développer pour le refroidissement rapide du lait. Parce que ce que les gens aiment moins du goût de chèvre dans le lait, c'est souvent une question, soit parce qu'il a été pasteurisé, donc il a été chauffé, ou qui a vieilli. Donc, c'est en vieillissant qui va développer une acidité. Donc, nous, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on le mettait dans des pots-maçons au frigo, mais étant donné que le lait de chèvre, quand il sort du pis, il est à 39 degrés Celsius, donc une température corporelle un peu plus élevée que la nôtre, c'était long avant qu'il refroidisse. Donc, on a développé cette technique-là dans un seau où on utilise les fameux petits glaçons réutilisables, comme vous avez vu à l'abattage tantôt. Donc, la veille tous les soirs, finalement, je mets un pot maçon comme ça, submergé dans des petits glaçons réutilisables au congélo. Et puis, c'est là-dedans que je vais aller filtrer mon lait. Donc, nous, on filtre avec un filtre à café réutilisable qu'on peut laver, donc c'est plus écologique, on le réutilise à chaque fois. Donc, après avoir rempli ça de lait, on met de l'eau tout autour, donc le pot maçon est vraiment dans un bain de glace, ce qui fait que ça se refroidit beaucoup plus rapidement. Ensuite, la dernière étape, c'est d'écrire sur un ruban la journée et AM/PM, dépendamment si c'est la traite du matin, pour qu'on puisse avoir une idée là, de la progression. Donc ça, c'est quand je ne fais pas de fromage. On fait un refroidissement rapide pour le lait qu'on consomme pour boire ou dans notre café. Donc voilà. Ce matin, par contre, étant donné que je savais qu'on allait faire du fromage, je ne l'ai pas refroidi parce que je l'ai maintenu à une température de la pièce qui va nous permettre de commencer notre fromage. Donc, si tu veux, on va le vider dans notre pot en stainless que j'ai préalablement stérilisé à l'eau bouillante. Donc, il a été nettoyé au savon à vaisselle, puis stérilisé à l'eau. Oui, on va tout mettre. OK, parfait. C'est beau. Donc, c'est à peu près 3 litres là, qu'on est allé chercher dans notre traite du matin. Donc, la température, quand il sort du pis de la chèvre, est parfaite pour faire un fromage. Là, ce qu'on va faire, c'est un fromage frais, comme un petit crottin. Donc, c'est une température, température de la pièce d'été, disons. Donc, il y a 2 ingrédients qui vont venir, qu'on va ajouter au lait pour faire ce fromage-là. La première étape, ça va être de l'ensemencer avec un ferment lactique. Donc ça, c'est un ferment mésophile là, très typique pour faire ce genre de fromage frais-là. Donc ça vient sous forme de poudre, ce qui va faire en sorte que ce ferment-là, précisément, va se développer dans le lait et non pas des ferments qu'on ne voudrait pas qui se développent, finalement. On précise quelle bactérie ou quel ferment on veut qu'il soit développé pour donner le goût au fromage. C'est quelle quantité, en fait, de ferment? Là, j'ai mis un quart de cuillère à thé pour notre 3 litres de lait. Là, on va laisser le ferment se fondre à peu près 2 à 4 minutes à la surface du lait avant de le brasser. Donc là, ça fait à peu près 2-3 minutes. Donc, on voit que ça a vraiment fondu à la surface. Donc, après ça, on veut vraiment intégrer le ferment au lait. Donc, la technique qu'on utilise, ça s'appelle tout simplement d'aller de haut en bas avec une simple cuillère trouée pour vraiment s'assurer que ça soit mélangé partout. Donc, cette technique-là de cuillère trouée fait des petits tourbillons et assure vraiment de bien mélanger le ferment partout. Donc, une vingtaine de coups. Est-ce que le contenant est important? En fait, c'est ça. Nous, on travaille avec des choses qu'on avait déjà. C'est tout en stainless. Donc, ça fait l'affaire. Pas besoin de nécessairement avoir des équipements. Là. Surtout avec des petites quantités comme ça, on travaille avec des toutes petites quantités. Donc, un simple bol en stainless qu'on a dans notre cuisine, puis une cuillère trouée. Donc, là, on a bien ensemencé notre lait. Et le deuxième ingrédient qu'il faut mettre, c'est le coagulant. Donc,
on appelle ça la présure. C'est l'élément qui va faire coaguler ton lait pour vraiment aller concentrer les matières grasses, les matières solides de ton lait et libérer le petit lait. Vous l'avez vu là, quand on en a donné aux poules hier avec la farine. Donc la présure, c'est extrêmement puissant, on en met très peu. Pour cette quantité-là, je vais mettre 2 gouttes seulement de présure dans un peu d'eau pour la diluer. Donc la présure, c'est un enzyme qu'il y a dans l'estomac des veaux. Des veaux, des chevreaux, des agneaux, des bébés, des ruminants, et qui coagulent justement le lait dans leurs estomacs. Ça rend ça plus digeste et plus nutritif pour eux. On dit qu'on a découvert un peu cette vertu-là parce que les gens fabriquaient des gourdes avec des panses d'animaux pour transporter le lait, puis ils voyaient que ça coagulait. L'histoire dit que c'est ça. Donc, on va vraiment aller mettre 2 gouttes. On le dilue dans un peu d'eau, tout simplement parce que si je mettais la goutte directement, c'est tellement puissant que ça pourrait faire comme une agglomération autour de la goutte. Donc, je veux vraiment juste m'assurer que c'est bien dilué. Donc, si tu veux faire la même chose avec la cuillère pour bien l'amalgamer, les 20 coups. Avec plaisir. Dis-moi, l'eau, est-ce que c'est important qu'elle ait une température spéciale, température l'eau fraîche là, du okay. robinet, non. C'est pas ça qui va réduire trop... À la quantité qu'on utilise, c'est pas ça qui va réduire tellement la température. Bon, me voici rendue une vraie fromagère. Donc, tu dis, c'est ça, pour que la présure fonctionne. Donc, vu qu'on a travaillé avec une petite quantité à température qui n'est pas très élevée, ça va prendre entre 12 et 14 heures avant d'avoir un caillé, donc une coagulation. Donc, on va laisser le lait travailler pendant une douzaine d'heures. Je vais simplement recouvrir mon contenant pour juste protéger le lait et aussi s'assurer qu'on garde cette température-là. Température de la pièce. C'est un peu juste, hein? Bon, on va dire. Donc, on va le laisser pendant de 12 à 14 heures jusqu'à temps qu'on ait notre caillé. Celui-là, je l'ai parti hier pour que tu puisses voir ce qu'on recherche. Donc, tu vois vraiment que le petit lait s'est libéré, puis que notre caillé c'est figé. C'est figé. Donc, c'est vraiment la texture d'un tofu soyeux. C'est vraiment ce que tu veux aller chercher. On appelle ça en anglais le clean break. Là, ça casse vraiment de façon définie. Donc, une texture de tofu soyeux. C'est ce qu'on veut avoir. Donc, ça, c'est après notre 12 heures qu'on a laissé notre présure faire effet. Donc, ça, c'est des petits moules qu'on utilise pour faire les crottins. Donc, on va remplir ça de caillé, puis on va aller chercher à peu près la moitié là, de fromage un coup qui va avoir bien égoutté. Peut-être que je pourrais essayer de le mettre à l'intérieur, mais oui, tant qu'à faire. Tu peux le remplir, puis on va le mettre à égoutter dans notre... Encore une petite cuillère, peut-être? Oui, vraiment, parce qu'on va même en remplir. Tu vois, au départ, ça va aller rapidement là, pour s'égoutter. J'appuie pas dessus. Pas pour le moment. OK. Quand on fait un fromage frais comme ça, on va aller chercher un ratio de 1 pour 4. Donc, disons, un 4 litres de lait va nous faire 1 kg de fromage. Si on fait des fromages plus durs comme un cheddar, ça va aller, on va avoir besoin de 10 litres de lait pour faire 1 kg de cheddar. Mais celui-là, c'est 4 pour 1. À ce stade-ci, on aurait pu aussi faire notre caillé, le mettre dans un sac comme ça, comme on fait avec le yogourt, pour faire plus comme un fromage à la crème. Ça te va? Oui. T'en reste encore un peu. On va le laisser égoutter un peu, puis on le rajoutera par-dessus. Donc, à ce stade-ci, le petit lait, on va le garder. On va aller le donner à notre volaille demain.
parce que c'est très nutritif. D'habitude, ils nourrissaient les cochons au petit lait. On n'a pas encore de cochons. Donc, la prochaine étape, c'est de laisser ça égoutter pendant un 24 heures. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment concentrer les matières grasses, les matières solides, puis enlever tout le petit lait. Donc, ça va vraiment diminuer de moitié. À partir de ce soir, disons, après une douzaine d'heures, on va pouvoir le manipuler. Donc, c'est important d'enlever le fromage, de le revirer dans le moule et éventuellement les empiler, un par-dessus l'autre, changer pour vraiment uniformément enlever le petit lait. Donc, ça va prendre 24 heures. Après 24 heures, il va vraiment être très solide. On va passer à l'étape du salage. Donc, c'est important de prendre un sel qui n'a pas d'iode, donc un gros sel qu'on utiliserait pour faire les marinades, parce que l'iode est un antibactérien, donc tu ne veux pas aller contrebalancer ton ferment. Donc, tu vas utiliser un sel à marinade et en mettant à peu près une demi-cuillerée à thé par fromage dans ta main, on va aller vraiment saupoudrer tout l'extérieur du fromage, puis ça va saler par pénétration et on va le faire sécher un autre 24 heures. Tout ça se fait à température de la pièce. Puis c'est ça. Donc après ton deuxième 24 heures, ton fromage est soit prêt à manger comme ça, frais, ou prêt à être mis dans pour du vieillissement, pour le faire âger et le rendre plus goûteux, si tu veux le faire vieillir. Amélie, tu me dis que le fromage, tout ça se fait à température de la pièce. Est-ce qu'il faut la maintenir à une certaine température en temps de chaleur? S'il fait très très chaud, est-ce que tu fais ton fromage de la même façon? Oui. Oui, okay. C'est pas assez, c'est pas une assez grosse variation là, pour que ça, à mon échelle. Pour que ça affecte le sûrement fromage. Que dans l'industrie, quand c'est plus standardisé, c'est plus contrôlé, mais pour un usage artisan comme on en fait pour notre consommation, non, c'est suffisant. Juste la température de la pièce. Tu fais du fromage chaque jour? Non, pas chaque jour, mais à peu près à chaque semaine. Je fais aussi de la feta. Ça, c'est les moules plus pour un fromage feta qui va se saler, lui, en saumure. Donc, en flottant dans une saumure salée, donc par l'extérieur. Parfois du cheddar, comme je te dis, mais ça prend plus de lait, donc il faut l'accumuler quelques jours pour en avoir assez. Merci. Alors Amélie, tu vas me révéler ainsi qu'aux auditeurs les secrets pour fabriquer un savon, et notamment avec le lait des chèvres qui sont à la ferme. C'est ça. Oui. Donc c'est un des produits les plus intéressants à faire avec le lait de chèvre, surtout pour la mise en marché. Le savon au lait de chèvre, on peut aussi le mettre en marché. Donc moi, ce que je fais, c'est des pains de savon. En fait, pour le corps, le visage et tout ça. Donc, c'est vraiment des savons, des pains de savon. Alors, secs. Moi, je n'utilise pas de parfum ni d'huile essentielle, donc ils sont vraiment sans odeur. Je ne sais pas si tu as remarqué, à la ferme, il y a beaucoup de mouches aussi. Ici, au début de l'été, c'est intense, donc on essaie de diminuer au minimum les savons qu'on utilise. Donc, c'est ça. Pour faire les savons, j'utilise des petits moules individuels, soit pour des collations de tofu ou des choses comme ça qu'on peut réutiliser pour faire nos savons. C'est celui-là qui avait été utilisé. Donc, je fais des savons en portions individuelles. Pour la confection de savon, dans le fond, c'est le mélange entre deux éléments. Un corps gras et aussi un liquide qu'on va faire réagir avec de la soude caustique. Donc, quand on fait du savon, c'est l'ingrédient qui est plus difficile à trouver, mais qui est aussi un peu plus délicat à manipuler. C'est un produit chimique qui est très corrosif. Donc, quand on fait du savon, c'est important de toujours porter des gants, à la limite des lunettes aussi, pour être sûr, puis d'être dans un endroit très bien ventilé. Donc, on peut le faire même à l'extérieur pour diminuer un peu les émanations. À l'époque, ils utilisaient de la cendre pour faire les savons. Ils font aussi souvent pour faire le savon à lessive, mais c'est un peu plus difficile à contrôler les quantités et tout. Donc, moi, j'utilise la soude. On peut s'en procurer chez des savonnières, des artisanes qui font des savons, qui vont pouvoir vous en vendre là, en vrac comme ça, donc au poids.
Donc, la soude caustique, on va la faire réagir avec le liquide. Ça peut être de l'eau, mais moi, j'utilise toujours 100% de lait de chèvre. Et quand la soude est mise dans le liquide, on utilise un bocal de plastique ou de métal, mais pas de verre, parce que ça va amener le liquide à une température de 80 degrés Celsius instantanément. Donc, ça va vraiment devenir très, très chaud rapidement. Puis si on utilise de la vitre, ça pourrait même fendre le bocal. Donc, le plastique, un plastique à jus, un pichet à jus fait très bien l'affaire. D'ailleurs, tout ce que vous utilisez pour faire du savon doit être dédié au savon. Donc, on n'utilise pas notre vaisselle de tous les jours pour faire une batch de savon. C'est vraiment de l'équipement qu'on va dédier à cette activité-là puis qu'on va réserver pour faire ça. Ça n'a pas besoin d'être des choses très, très spéciales. On peut les prendre au bazar ou de la vaisselle dont on se sert moins, mais après ça, qu'on utilise juste pour ça. Donc, on va faire monter en température le liquide avec la soude. Ça va monter à 80 degrés Celsius très, très rapidement. Le but, c'est de le diminuer à environ 48 degrés Celsius. Donc, pour ce faire, on va le mettre dans un bain de glace, un peu comme ce que j'ai fait pour refroidir le lait, dans un bain de glace avec de l'eau pour qu'il redescende à 48 degrés Celsius. Parallèlement à ça, on va monter dans un chaudron notre gras à la même température, donc 48 degrés Celsius environ. Pour faire un savon qui est vraiment local ou qui est plus proche des gras qui sont disponibles au Québec, parce que souvent on utilise du gras de noix de coco, de l'huile d'olive, des choses comme ça, c'est plus ou moins local. Moi, j'aime bien faire avec du gras de cochon. Quand on a une carcasse puis qu'on a des surplus de gras, ça fait un savon vraiment qui se tient bien, qui ne fond pas beaucoup, qui mousse bien, mais qui est aussi fait avec des matières qu'on trouve facilement ici, chez le boucher ou quoi que ce soit. Mais j'utilise toujours quand même un peu d'huile de coco parce que ça amène un peu de dureté pour éviter que ça fonde rapidement. Donc, il faut avoir un choix de gras qui est pas trop liquide. Donc, l'huile de coco nous aide à avoir un peu plus de dureté. Donc, on descend le liquide à 48, on monte les gras à 48. Ensuite, on mélange les deux. Puis, avec un outil comme ça, on mélange la pâte. Au départ, ça va avoir la texture d'à peu près comme un smoothie, quelque chose de un petit peu épais. Mais on veut atteindre une pâte qui aurait la texture d'un pudding ou d'une crème chantilly, disons, quelque chose de plus solide. Pas trop pour pas qu'il se fige, mais juste quand on voit vraiment que ça laisse une trace, donc que notre outil, quand on le passe, laisse une trace dans la pâte. Donc, à ce moment-là, on va passer au moulage. Donc, soit que tu prends une boîte comme une boîte de jus ou une pinte de lait en carton, puis que tu fais un gros savon que tu vas ensuite couper, ou tu fais des portions individuelles avec des petits moules comme ça. Moi, je préfère ça, ça standardise ta quantité, surtout quand tu veux les vendre. Donc, on va mouler notre pâte dans des moules. On va le laisser sécher 48 heures dans le moule. Ensuite, on démoule et on le laisse sécher pendant 1 mois. Donc, ça, on appelle ça la cure. Donc, c'est important que ton savon, de ne pas l'utiliser avant 1 mois de séchage pour que la soude soit plus du tout caustique. Okay. Donc, on appelle ça la cure. Okay. Là, ce sont vraiment les éléments que tu utilises en général. Donc, pour cette quantité, tu fais combien de savon? Ah, bien, souvent, moi, je vais faire, je vais peut-être faire quelques kilos en tout. On en a quand même pour un bout de temps, là. Je vais faire peut-être une recette typique, peut-être 2 kilos de savon en même temps. Parce que si on en fait des grosses quantités, c'est sûr que ça en fait, on en produit plus, mais ça peut être un peu difficile au niveau de mettre dans le moule pour pas que ça refroidisse trop rapidement puis qu'après ça soit un peu trop solide, là. Donc, 2 kilos, c'est une bonne quantité pour faire à la fois. C'est pour le corps, le visage, est-ce qu'on pourrait l'utiliser aussi pour les cheveux? Sûrement, sûrement. C'est ceux qui utilisent... J'ai pas encore fait les barres à cheveux. J'ai pas testé encore personnellement, mais ça, sûrement. Prochain défi. Exact. Merci Amélie.
Donc, alors ici, une de nos sources de revenus, c'est la conserve. On fait une conserve de smoke meat, de magret de canard. La mise en conserve d'un produit carné, donc qui est peu acide, ça nécessite l'utilisation d'autoclaves. On appelle ça aussi un presto, un autocuiseur. Il y a une époque au Québec où on l'utilisait beaucoup pour cuire les patates, les carottes, les navets rapidement, mais c'est bon aussi pour faire cuire des pièces de viande qui sont plus ferme, donc ça attendrit parce que ça cuit à des très hautes températures puis à des pressions élevées pour contrebalancer justement la température élevée. Donc, on est capable de dépasser la température de l'eau bouillante. On monte à 110, 115, 116, 118 degrés Celsius. Alors, nous, notre conserverie, c'est un environnement, évidemment, qui est inspecté par le ministère de l'Agriculture, qui est un environnement qui est relativement complexe à démarrer. Il faut, pour vos recettes, si vous voulez commercialiser le produit, développer un barème de stérilisation qui est finalement un procédé qui, du début à la fin, va vous assurer d'une stérilité commerciale dans votre conserve. Nous, on travaille avec des conserves de métal, les mêmes que les acériculteurs utilisent pour mettre en conserve du sirop d'érable. Donc, c'est une conserve de 19 onces, 540 ml. C'est des conserves qui sont faites en deux morceaux. La conserve, une fois qu'on le remplit de sirop d'érable, on le met dans la sertisseuse. Si vous voulez mettre en conserve une pièce de viande entière, nous, on met la poitrine d'un canard, mais vous pourriez mettre un morceau de jarret, vous pourriez mettre des cubes de viande. Il faut toujours s'assurer qu'il baigne dans un liquide chaud, voire bouillant. Donc, nous, pour notre recette en particulier, on utilise une cafetière dont on a enlevé le thermostat pour qu'elle puisse finalement se rendre au point d'ébullition. On va remplir la conserve d'eau, c'est-à-dire rajouter assez d'eau pour qu'on ait un niveau adéquat. On va mettre notre bouchon. On va installer la conserve dans la sertisseuse, qui est d'habitude accrochée à la table. On ne la tient pas de même dans nos mains. Et puis, on ferme la sertisseuse comme ça. Et puis là, on tourne. Donc, on dit que c'est une sertisseuse à double opération, c'est-à-dire qu'elle va faire le tour une première fois pour écraser le bouchon contre la paroi, puis une deuxième fois pour replier finalement l'ourlet sur lui-même. Donc, on a une double scellure. Donc, une fois que la conserve est scellée, on va la mettre dans l'autoclave. Cet autoclave-ci, qui est produit là, par... c'est le modèle All-American, nous permet de mettre 24 conserves comme celle que vous avez vue. Et puis, moi, j'ai fait percer le couvercle pour pouvoir insérer un autre thermocouple, qui est le bout d'une sonde qui est branchée dans un thermomètre. On appelle ça un thermocouple. Alors, le thermocouple est installé sur le couvercle, ce qui me permet, moi, avec mon thermomètre, de suivre la température à l'intérieur de l'autoclave pendant mon traitement thermique. Bon, parce que nous, on en produit 96 à la fois, puis qu'il faut garder un registre des températures qui ont été atteintes pendant notre procédé, on va brancher nos thermocouples, plutôt que de les brancher sur un thermomètre, on va les brancher dans un ordinateur. Puis j'ai développé, moi, un petit logiciel qui nous permet de suivre la cuisson, puis d'avoir à la fin ce qu'on appelle une stérilité commerciale garantie par un responsable de traitement thermique qui est moi-même. Donc, ce qui est le fun avec la conserve, une fois qu'on a établi ces procédés puis qu'on a investi dans les infrastructures, c'est qu'on peut prendre notre produit puis l'exporter un peu partout. Par exemple, au Québec, mais éventuellement dans un environnement encore plus équipé, on peut l'exporter ailleurs au Canada ou dans le monde, mais l'important, c'est plutôt de comprendre que le produit a plus vraiment de date de péremption. Quand on a une stérilité commerciale garantie, notre produit est bon pendant des années, des années et des années. Donc, c'est pour ça que si vous allez en Europe, vous allez voir des boudins en conserve, vous allez voir des plats en conserve, des blanquettes d'agneau, une variété d'affaires. Nous, on a déjà produit du coq au vin, de la choucroute alsacienne, des soupes thaïlandaises, même un pâté chinois de gibier.
Donc, tout ça pour vous montrer aussi que avec les technologies auxquelles on a accès aujourd'hui, j'utilise un logiciel de programmation ouvert. J'ai acheté des petits modules qui ne sont pas très dispendieux pour me permettre de brancher mes autoclaves à mon ordinateur. Donc, plutôt que d'acheter une solution clé en main qui pourrait coûter 60 000, 80 000 bien, nous, on s'est débrouillé avec les moyens du bord. Puis pour quelques milliers de dollars, on a été capable de se gréer d'une conserverie qui nous permet d'avoir un produit de qualité commerciale. Donc, il faut réaliser qu'aujourd'hui, la ferme, oui, ça peut nous rappeler des gestes d'antan, mais en même temps, tout ce qui est domotique, automatisation, programmation, déjà juste l'accès à des vidéos sur Internet, sur les techniques à suivre. Hein, ce que Amélie vous a montré, le lait, le fromage, c'est-à-dire le savon. On en a fait des vidéos, vous pouvez aller voir sur notre site web. Dans mon manuel, on l'explique bien. Donc, on peut profiter des technologies modernes pour se faciliter la tâche. On peut aussi choisir une année de faire des conserves, une autre de faire des savons. Donc, l'important, c'est de s'intéresser à des gestes, à des savoir-faire qui nous confèrent une certaine autonomie, puis de les empiler au fur et à mesure qu'on devient à l'aise avec ces gestes-là pour éventuellement tendre vers une autonomie élémentaire globale qui est utopique. On ne sera jamais complètement autonome, mais plus on apprend à faire des trucs, bien, plus on se sent responsable de sa destinée, puis moins on se sent dépendant des autres. Donc, en théorie, moins stressé, il me semble. Alors, moi, je vous propose de troquer l'anxiolytique pour la confection de fromage, de savon, de conserve, l'élevage de la chèvre laitière, du poulet de chair, de la poule pondeuse, mais pas tout en même temps. Un petit pas à la fois. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. Bonne chance.